Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de Romain Clos qui va nous expliquer comment vivre tout simplement de sa passion grâce au blog et grâce à des revenus passifs. Tu as créé du coup le blog Fort Intérieur et tu as aussi créé une académie pour aider justement les blogueurs à vivre de leur passion. Tout d'abord Romain, comment tu vas? Écoute, ça va, nickel, et toi? Yes, très bien, très bien, très bien. On va parler du coup justement de un peu l'aventure que tu as vécue, que tu as créée pour vivre de ton blog. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, justement pour ceux qui nous écoutent, et expliquer un peu justement les premières briques que tu as créées? Ouais, volontiers. Alors merci de me recevoir déjà. Je m'appelle Romain Clos, j'ai été cadre sup dans le milieu de la banque assurance pendant 13-14 ans de mémoire. Et j'ai quitté mon job en 2021 grâce à mon blog sur la décoration d'intérieur. En fait, pour la petite histoire, pendant que j'étais salarié, j'ai acheté un premier appartement en région parisienne que j'ai complètement mis à nu. Et je suis reparti de cette page blanche. Et du coup, je me suis intéressé à la décoration d'intérieur, à l'ameublement. Et en fait, je me suis pris de passion pour ce domaine-là, parce que mon disque dur s'est rempli à vitesse grand V de plein de photos de déco, d'architecture, etc. Et ça faisait des années que je voulais lancer un blog, un site internet, mais j'avais pas de passion. Donc en fait, je m'étais dit, le jour où je trouverai une réelle passion, ça pourra être l'occasion de lancer un site. Et donc, un jour de janvier 2012, sur mon coin de bureau dans mon studio parisien, je me dis, bah tiens, je vais ouvrir un site WordPress, je vais acheter un nom de domaine et puis je vais commencer à publier des articles de tout ce que j'ai collecté sur mon disque dur. Mais il n'y a aucune volonté de créer un business à l'époque. C'est vraiment comme un journal intime, si tu veux, je partage ma passion. Et puis de fil en aiguille, cette aventure qui est née comme un hobby va générer du trafic. Les marques vont commencer à s'intéresser à moi. Je vais faire des rencontres qui vont me permettre finalement de transformer ce hobby en un business en ligne. Et en 2021, donc quasiment 9 ans plus tard, 9-10 ans plus tard, je quitte mon job salarié de cadre sup parce que j'ai réussi à remplacer mon salaire de cadre par ce blog en fait, qui est né sur un coin de bureau un jour de janvier 2012. Et ça fait maintenant 2 ans que j'ai quitté la région parisienne, parce que du coup, j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai quitté mon job. Avec ma famille, on a déménagé de la région parisienne pour acheter une maison près de la mer en Bretagne. Et on est tous devenus entrepreneurs à la maison. Donc là, tel que tu vois, l'espace dans lequel je suis, c'est notre open space, notre nouvel open space. J'ai quitté un open space de 50 personnes pour un petit open space à deux avec madame, où chacun a son business et où on travaille dans des conditions qui sont celles dont on rêvait il y a quelques années. Trop bien, tu as réussi clairement à atteindre ce que beaucoup de gens veulent, donc franchement c'est trop trop bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette passion? C'est quoi cette passion? Elle t'est venue comment? Bah, tout simplement, quand j'ai acheté ce premier studio, je l'ai acheté à une intermittente du spectacle qui aimait beaucoup le rose et le parme, qui sont pas mes couleurs de prédilection, on va dire. Donc en fait, avec mon papa, on a remis l'appartement complètement à nu, on a gardé que les murs, on a tout enlevé. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah maintenant, il faut que je reparte de cette page blanche. Qu'est-ce que je fais? Comment j'aménage? Comment je décore? Et donc j'ai commencé à aller sur Internet, à acheter des magazines. Et en fait, je suis tombé dans la marmite, quoi. Je me suis vraiment pris de passion pour ce milieu qui était la déco. J'avais personne dans mon entourage, dans ma famille, qui était décorateur, architecte, etc. Et en fait, voilà, la passion m'a pris à ce moment-là. Et je me suis dit, bah tiens, comme mon disque dur est rempli de photos, pourquoi pas les publier sur un site internet et partager cette passion naissante avec d'autres. Donc c'est né comme ça, tout simplement, en fait. Trop bien. Et tu disais du coup un petit peu en off de 2012 à 2015, voilà en fait t'écrivais, tu partageais un peu comme un journal intime, un journal de bord. C'était quoi un peu justement selon toi les
la caractéristique de ton blog à ce moment-là, quel outil tu utilisais, peut-être quel site internet tu utilisais aussi, quelle était peut-être ta structure de communication ou le contenu, comment tu le diffusais. Et après, on viendra justement sur la suite, comment tu t'es un peu professionnalisé sur ces éléments-là. Bah, au début, comme tu le dis, j'étais purement amateur, donc je ne me suis pas formé. J'avais simplement ouvert un site WordPress, j'avais acheté un hébergement et un nom de domaine sur un hébergeur en ligne, et j'avais commencé à télécharger quelques plugins, mais rien de très foufou. Les articles en eux-mêmes, il y avait 4 phrases dans chaque article, il y avait une vingtaine ou une dizaine de photos, rien n'était optimisé, les images n'étaient pas optimisées, le SEO des articles n'était pas optimisé. Et en fait, c'est le volume. À l'époque, on est en 2012, donc les sites internet ne sont pas aussi aboutis qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. Et en fait, j'ai dû créer 400 ou 500 articles, c'est-à-dire que tous les jours ouvrés de la semaine, je publiais un article. Mais un article, c'était C'est deux, faux. trois phrases, une douzaine de photos, donc rien n'était optimisé. Mais dans le tas, dans le lot, il y a quelques articles, peut-être une vingtaine, qui ont commencé à bien se positionner dans le moteur de recherche, parce que ils se sont positionnés sur des mots-clés, mais vraiment au hasard. Et ça a commencé à germer, le trafic a commencé à augmenter, parce qu'en fait, quand tu commences à cranter une dizaine d'articles pour l'année N, ces articles-là, l'année N plus 1, ils produisent encore des résultats. Tu as toujours du trafic qui vient sur ces articles. Le SEO, c'est ça. C'est je crée un contenu, je me positionne sur un mot-clé. Il y a des internautes qui font cette recherche de mots-clés dans Google. Ils tombent sur ton article, ils arrivent sur ton site. Donc après, c'est tout le marketing qu'il faut mettre en place pour faire des tunnels de conversion, etc. Mais de 2012 à 2015, c'est vraiment un mode purement amateur. Je partage une passion comme si j'avais ouvert un journal intime et que j'écrivais pour moi-même, en fait. Et le déclencheur, c'est fin 2015, ça va être la naissance de ma fille dans quelques semaines. J'ai La Redoute qui organise un tournage dans ses locaux à Roubaix, qui sollicite 4-5 blogueurs, influenceurs, et qui les prend, qui les met dans ses locaux. Et en fait, on doit aménager une box selon un thème qui nous est fixé. Donc en fait, l'idée, c'est de mettre en avant les produits La Redoute au travers d'une mise en scène. Et à l'époque, La Redoute me contacte en me disant voilà, Romain, on a repéré ce que tu fais, on aimerait bien que tu fasses partie de ce projet. Et moi, je suis cadre sup dans la banque, si tu veux. Donc je me dis, en fait, ça va pas le faire, parce que si mes collègues me voient sur Internet en train d'aller faire le décorateur chez La Redoute, et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tu vois, moi à l'époque, je suis en costume, cravate, tu vois, limite. Donc il y a vraiment l'image du chef de projet, et je me dis, ça va pas le faire. Euh, et puis il y a vraiment le syndrome de l'imposteur qui pointe le bout de son nez à ce moment-là de manière très forte. Et ma chérie, en rentrant, je lui dis ouais, La Redoute m'a contacté, ils m'ont proposé tel projet, mais du coup j'ai décliné parce que bon, quand même, je sais pas qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Puis bon, qui je suis pour aller faire le décorateur chez La Redoute. Et là, elle me dit mais en fait, tu as un projet depuis 2012, donc ça fait 3-4 ans que je suis sur ce projet. Elle me dit tu passes tes soirs, tes week-ends, tes vacances, tu es tout le temps derrière ton ordi en train d'essayer de développer ton truc. Et là, tu as un projet, on te donne une opportunité et tu la saisis pas. Elle me dit, mais en fait, ça va pas aller, quoi. Donc, soit elle me dit, soit tu arrêtes tout, soit tu te donnes les moyens et tu acceptes la proposition, quoi. Donc, le lendemain, je rappelle La Redoute et je leur dis, est-ce que la place est toujours libre? Et si c'est le cas, je la prends. Et ils me disent, bah oui, c'est bon. Donc, je prends mon billet de train pour Roubaix et je pars faire cette expérience-là. Et donc, en fait, c'est une période un peu charnière parce que je fais pour la première fois euh, ce- ce- cet événement-là, ce tournage-là. Moi, je suis pas habitué à faire des tournages face caméra, etc. Dans la foulée, j'ai mon premier enfant qui naît, donc c'est quand même une grosse période de chamboulement. En plus, on habitait dans le petit studio que j'avais acheté, donc on est en train de déménager pour un appartement un peu plus grand. Et à la suite de ça, j'ai la bonne idée de me dire, bah, il n'y a pas assez de changements dans ma vie, et je vais changer de job au sein de mon entreprise également. Donc en fait, je change tout en fait. Entre fin 2015 et début 2016, je change tout. Je décide que ce blog passion, il a la capacité peut-être de devenir un business. Et en tout cas, je décide de me donner cette chance de tester et de ne pas regretter de ne pas l'avoir fait. Et du coup, je me rappelle, je suis aux 4 temps à La Défense, dans le centre commercial, et j'appelle la seule personne dans mon entourage qui, de près ou de loin, peut m'aider. C'est un ami d'un ami que j'ai rencontré sur un déménagement il y a quelques mois, quelques années auparavant. Et en fait, lui, toute la journée du déménagement, son téléphone ne faisait que biper, que des notifs tout le temps. Et j'ai un moment, je lui dis, mais Pablo, mais pourquoi ton téléphone il bip sans arrêt? Il dit, bah ça, à chaque fois que mon téléphone bip, c'est une commission que j'ai gagnée grâce à mon site internet où je recommande des produits à des internautes.
Et en fait, on fait le trajet retour, parce qu'on était en Picardie, donc on rentre sur la région parisienne, et dans tout le trajet du RER, il m'explique le business. Il m'explique, en vrai, je crée des contenus, que j'optimise pour le référencement, je positionne des liens affiliés sur ces contenus-là, et quand les gens cliquent sur le lien affilié, ils arrivent sur le site du marchand, s'ils achètent le produit, le marchand me donne une commission au titre d'apporteur d'affaires. Donc pour l'acheteur, c'est le même prix, sauf que le marchand, comme je suis comme un commercial pour lui, puisque je lui ai apporté une vente, il me donne une commission qui est un pourcentage du montant de la vente. Et moi, à l'époque, je ne connais pas l'affiliation, je ne connais pas tout ça. Et je me dis, mais c'est fou comme business model. En fait, tu n'as pas de clients et tu vis grâce à un business en ligne, en fait. Et du coup, fin 2015, début 2016, je l'appelle et je lui dis, écoute Pablo, j'en suis là, voilà mon trafic, voilà mon site, est-ce que tu peux m'aider? Et il regarde, il me dit, effectivement, pour un novice, pour quelqu'un qui ne s'est pas formé, tu as réussi à faire des trucs qui sont vraiment pas mal en termes de SEO, parce que au fur et à mesure, j'avais commencé à améliorer un peu mes articles. Et il me dit, mais par contre, tu vendras jamais rien, parce que tes articles, en fait, c'est des articles inspirationnels où tu montres des intérieurs, mais il n'y a pas de lien affilié, ou alors ils sont maladroitement mis, etc. Et il me dit, fais des guides d'achat. Va sur le site UFC Que Choisir, regarde ce qu'ils font en termes de guides d'achat. Donc je rentre, je commence à regarder UFC Que Choisir, comment choisir une machine à laver, etc., etc. Et je me dis, comment je peux adapter ça à mon modèle de déco, quoi. Et donc, je fais la première version d'un guide d'achat. Je ne sais plus, peut-être 10 tables basses en bois, un truc comme ça. Et je réplique ce modèle-là. Et dans l'année qui suit, je ne sais plus, mais le trafic, il fait plus 100%, les commissions, elles suivent le même trend. Et là, en fait, je démarre. Je démarre réellement un business en ligne. C'est-à-dire qu'il y a une vraie stratégie. On ne fait plus les choses au doigt mouillé. Il y a une stratégie qui est mise en place. Et à l'époque, je dois déjà avoir j'ai déjà ma rédactrice, une rédactrice freelance avec qui je bosse. Mais du coup, je mets en place une vraie stratégie sur la création de contenu et je me forme. C'est-à-dire que je regarde beaucoup de formations en ligne. Avec mon employeur, j'arrive à négocier une formation SEO avec les meilleurs de la place à Paris. Je me rappelle qu'à l'époque, la RH me dit non, mais la formation que vous voulez faire, elle est trop chère. Et ils me proposent une autre formation et je leur dis écoutez, c'est gentil, mais soit je fais cette formation-là, soit j'en veux aucune autre. Et du coup, le deal, c'est en gros, j'ai le droit d'utiliser mon budget formation pour les 2 prochaines années sur cette formation uniquement. Et c'est exceptionnel, genre ils le font jamais. Et du coup, je fais cette formation avec une grosse agence SEO de Paris. Et en fait, je me rends compte que tout ce que j'ai appris à travers la lecture de livres que mes collègues m'ont recommandé, en fait, je suis déjà au niveau de la formation de la meilleure agence parisienne. C'est-à-dire que j'ai appris 20% des notions SEO qui apportent 80% des résultats. J'ai pas forcément besoin d'aller plus loin, je veux pas devenir un expert SEO. Mais ouais, ce que je disais, c'est qu'à l'époque, je change de taf, c'est-à-dire que je quitte la direction informatique de l'entreprise pour rejoindre la direction digitale. Et en fait, dans mon équipe, j'ai des gens qui font de la data, des gens qui font des réseaux sociaux, qui font du SEO et qui font de la création de contenu sur les sites internet de l'entreprise. Donc en fait, tous les jours, le midi, machine à café, je demande plein de conseils et les gens me disent lis tel bouquin, va voir tel site, etc. Et en fait, c'est là où je progresse le plus parce que je suis entouré de gens qui sont dans mon écosystème digital. Et ça a été vraiment un smart move de ma part, c'est vraiment de me mettre en danger. Parce que moi, à l'époque, je suis quelqu'un qui, toi, ça fait 10 ans que je suis dans l'entreprise, je ne me vois pas quitter l'entreprise pour gagner plus ailleurs. Je suis bien dans cette boîte-là, j'aime ce que je fais. Mais le fait de prendre un peu prendre un peu ce risque-là, hein, te dire je viens de changer d'appartement, je viens d'avoir un enfant, je change de job. En fait, je remets tout en question et je me donne vraiment les moyens de me professionnaliser et de pouvoir accélérer sur ce business-là. Super intéressant. 2016. 2016, ok. Donc 2016, ouais, 2015-2016, le tournant, c'est je revois un peu la stratégie. Ma stratégie, elle est différente. Voilà, il y a vraiment ses pensées. Il y a une personne qui va t'aider sur la rédaction. Tu vas avoir une stratégie de contenu même sur les articles. Tu vas avoir des guides, etc. Tu vas te former. Tu vas monter en compétences. Tu vas t'entourer aussi des bonnes personnes. Donc ça, c'est un peu en vrai, tu essaies de créer ton bon écosystème. Tu vas te mettre dans les meilleures conditions pour y arriver. Et c'est quoi, selon toi, un peu les aspects qui ont été game changer, on va dire ça comme ça, mais qui ont été si tu veux, des déclencheurs qui ont bien fait évoluer ton blog en termes, tu vois, actionnables. Est-ce que tu as mis en place des actions là qui te viennent en tête, qui ont vraiment fait switcher ton blog pendant cette année-là ou juste après?
Ouais, bah, je dirais que c'est, comme tu l'as dit, c'est d'être bien entouré, d'être dans des bonnes dispositions, c'est de se créer un environnement propice à la progression. Moi, à l'époque, je me forme chez Live Mentor. Je prends ma première formation en ligne marketing digital avec Alexandre Dana. On est en 2016-2017. Je prends des formations aux États-Unis sur le SEO, chez Brian Dean, chez Robbie Richards, qui sont les pontes du SEO à l'époque en matière de SEO aux États-Unis. Et, euh, et en fait, plus tu apprends, plus tu te rends compte que ces notions-là, pour la plupart déjà, tu les avais déjà intégrées, mais tu les avais pas forcément conscientisées. Donc là, tu commences à conscientiser que finalement, bah, tu as fait les choses correctement. Et après, bah, je me dote d'outils. Donc, d'un point de vue SEO, je prends un abonnement à SEMrush. Alors, les premières années, je crois que je l'utilise de manière gratuite parce que ça coûte un bras. Je crois que c'est plus de 100 $ par mois. Les premières années, je bricole avec la version gratuite. Je recrute plus de freelance parce que je me rends compte que la production de contenu, quand on a un média, c'est vraiment le clé, c'est le cœur du business. Donc, bah, on se dote d'outils comme Trello. À l'époque, Notion, ça n'existe pas encore, mais par la suite, voilà, on a tous nos process qui étaient dans un Google Drive qui, par la suite, vont migrer vers un Notion pour organiser le travail avec tous les freelances. D'un point de vue de la création de contenu, on passe de 500 articles publiés sur le site à 150. Parce qu'en fait, bah, l'algorithme Panda, euh, il regarde en gros quelle est la qualité de tes contenus et il va mettre une note. Donc par exemple, on peut imaginer que Panda, c'est la maîtresse d'école, il va regarder chaque contenu de ton site, donc moi, il va regarder mes 500 articles, il va dire, bon, lui, c'est 1 sur 10, lui, c'est 2 sur 10, lui, c'est 1 sur 10. Ah, lui, il est bien, 8 sur 10. Sauf que dans la masse, on a peut-être 50 contenus qui ont une note supérieure à 8 sur 10, et les 450 autres, ils ont une note inférieure à 5. Donc ce qui se passe, c'est que ça décrédibilise tous les bons contenus. En fait, c'est comme si on avait un boulet qui est chevillé au corps et qui nous tire vers le bas. Donc en fait, il y a un gros travail qui est fait de rationalisation. Donc il y a plein d'articles qui sont sur le même thème, du coup ils vont être fusionnés. Et on va rechercher le mot-clé qui permet de se positionner par rapport au contenu. Donc par exemple, je veux dire, j'avais 50 articles qui parlaient de loft. Bah, je vais regarder le mot-clé loft et je vais me dire, est-ce que c'est intéressant pour moi de me positionner sur ce mot-clé-là? Si oui, alors je vais prendre tous mes articles, je vais les fusionner et je vais en faire un seul contenu et je vais optimiser cet article pour me positionner sur le mot-clé loft. Et donc je vais faire ça avec un certain nombre d'articles, donc on passe de, je dis, 500 articles à peut-être 150 articles, et là du coup, d'un point de vue SEO, on envoie un bon signal à Google. C'est-à-dire qu'on a rationalisé, et le peu de contenu qui nous reste, ils sont tous bons. Donc on regarde avec des plugins comme Yoast SEO si les indicateurs de SEO sont au vert, et on essaie de corriger tous les problèmes. On va dans la Google Search Console, on règle tous les problèmes que la Search Console nous donne. Est-ce que la technique du site, elle est au rendez-vous? Bah non, on a des images qui ne sont pas optimisées. Moi, j'avais des images que j'uploadais en 2000 pixels de large, alors que je les affichais dans un rendu de 550 pixels. Donc en fait, je surchargeais le poids, et pour le navigateur de l'internaute, bah, ça mettait un temps de chargement qui était beaucoup trop important. Donc bah, Google te met une pénalité supplémentaire par rapport à ça. Donc si tu arrives à jouer sur les 3 piliers du SEO qui sont le contenu de qualité, la technique et la notoriété, bah après c'est bingo en fait. Et à l'époque, dire on est en 2017, on se positionne assez facilement. Alors peut-être pas devant les e-commerçants comme des La Redoute, des Maisons du Monde, mais quoique pour la petite histoire, Maisons du Monde, moi je me suis positionné devant eux sur leur propre marque à un moment donné. Il y avait un C'est fou. article, je ne sais plus, commode Maison du Monde, et j'arrivais devant devant l'annonceur sur son propre nom de marque. Alors c'est pas resté très longtemps, mais c'est pour te dire qu'en fait on avait cette capacité pour avoir une petite équipe de 4-5 freelances à rivaliser avec des plus gros e-commerçants français en fait, sur certains mots-clés. Et ça, c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, avec toutes les connaissances que tu as en ligne, tu peux rivaliser avec des équipes qui ont des moyens et des ressources qui sont considérables. Et ça, c'est la beauté et la magie d'Internet. Ouais, c'est fou. Et du coup, là, ton business model, il est quand même assez intéressant. C'est création de contenu, affiliation. Euh, Comment ça s'est passé justement tes premiers, c'est pas forcément des clients, mais tes premiers partenaires, on va dire, d'affiliation? Comment tu mets ça en place? À partir, est-ce qu'il y a un seuil où on se dit, bah, il y a tant de visiteurs par mois minimum, et à partir de ce déclencheur-là, on va faire appel du coup à de l'affiliation. C'est quoi un peu justement les premières briques que tu as montées sur cette partie-là?
Ouais, bonne question, parce que c'est vrai que moi j'ai le nez dedans depuis des années, donc pour moi c'est trivial maintenant, et à chaque fois on me pose des questions, je me dis, ah, en fait les gens se connaissent vraiment pas le milieu de l'affiliation, savent vraiment pas comment ça fonctionne, donc c'est important effectivement de revenir sur les basiques. Euh, Déjà pour revenir à la genèse de pourquoi ce business model. Moi j'ai jamais été tenté de me former en tant que décorateur ou en tant qu'architecte pour vendre de la prestation. J'ai beaucoup de concurrents, blogueurs qui, à un moment donné, ont basculé dans la vente de coaching, déco, etc. Moi, ça n'a jamais été trop ma tasse de thé parce que je vois la déco comme une passion, mais pas comme quelque chose dont je veux faire mon métier. Moi, ce que j'adore le plus aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Je suis tombé amoureux de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai démarré mon blog déco par passion pour la déco. Et en faisant ce blog amateur qui s'est transformé en business en ligne, je suis tombé amoureux de l'entrepreneuriat en ligne. Et c'est pour ça que j'ai jamais choisi la voie de me professionnaliser dans la déco. Je veux que ça reste une passion. Et le business model de l'affiliation, il était intéressant pour moi parce que j'étais salarié. Donc, je passais mes 9h, 18h dans mon open space. J'avais aussi ma vie de famille. Et il me fallait un business, si tu veux, où ça soit le plus passif pour moi, où je négocie pas mon temps contre de l'argent, parce que ça, je le faisais au travers de mon job salarié, mais où aussi je recherchais le côté euh, effet cumulé des choses. Tu vois, le côté snowball dont parle souvent Yann Lopez. Euh, L'idée, c'était de cranter. C'est-à-dire que chaque année, je savais que je pouvais publier, par exemple, 52 articles, donc un article par semaine. Ces 52 articles, mon but, c'était qu'ils génèrent des commissions affiliées. L'année suivante, ces 52 premiers articles continuent de générer des effets. Puisqu'en fait, une fois qu'un contenu est positionné dans Google sur la première page, il y a pas mal de visiteurs, d'internautes qui vont cliquer sur le lien, ils vont arriver sur ton article. Si dans ton article, le tunnel de conversion est bien effectué, les gens vont cliquer sur un produit, vont arriver sur le site de La Redoute, vont acheter un produit chez La Redoute, et La Redoute va me donner une commission au titre d'apporteur d'affaires. Donc moi, mon idée, c'était de dire, chaque année, je vais cranter, mettons, par exemple, 52 contenus, et chaque année, je vais rajouter 52 contenus, 52 contenus. Et donc, en fait, mon business, en fait, c'est une courbe exponentielle comme ça. C'est-à-dire que le trafic, il démarre tout doucement, mais en fait, chaque année qui passe, tu vas cranter des articles et tu vas capitaliser sur les contenus que tu as créés les années précédentes, plus ceux que tu vas rajouter. Et en fait, la courbe du chiffre d'affaires qui est liée à l'affiliation, elle suit la courbe du trafic. Elles sont vraiment corrélées, les deux courbes. Donc en fait, si tu arrives à savoir quel va être le trafic que tu vas faire le mois prochain, tu sais à peu près combien de chiffre d'affaires tu vas faire le mois prochain. C'est un business qui est ultra prédictible aussi. Donc ça, c'est le pourquoi de ce choix de business model. Euh, Après, comment est-ce que ça fonctionne l'affiliation? Dans les grandes lignes, l'affiliation, c'est un deal entre deux, voire trois acteurs. Il faut un marchand qu'on appelle un annonceur, donc on va prendre l'exemple de Decathlon, et il faut un affilié, ce qu'on appelle aussi un éditeur de contenu, quelqu'un qui crée du contenu. Donc là, pour le coup, ça peut être un blogueur. Si Decathlon a son propre programme d'affiliation sur son site, alors le blogueur va s'inscrire au programme d'affiliation de Decathlon et on va lui mettre à disposition des liens affiliés. Qu'est-ce qu'un lien affilié? C'est un lien vers le produit, mais qui contient un identifiant qui permet de dire que si un internaute clique sur ce lien, alors Decathlon sait que l'internaute est venu depuis le blog de Romain. Donc chaque blogueur va avoir un identifiant qui lui est propre, qui lui est personnel. Après, ce qui est le plus commun, c'est un troisième acteur qui fait le lien entre l'annonceur et l'éditeur. C'est ce qu'on appelle une plateforme d'affiliation. Donc une plateforme d'affiliation, c'est ni plus ni moins qu'un marché où en gros, les annonceurs comme La Redoute, Maison du Monde, Decathlon et autres disent, bah, moi je veux créer mon programme d'affiliation et je veux l'héberger sur la plateforme Affiliation par exemple. Il y a plein de plateformes. Donc Affiliation est une plateforme d'affiliation. Moi, je suis blogueur, je crée un compte sur la plateforme Affiliation et j'ai accès à tout un catalogue d'annonceurs qui sont disponibles sur cette plateforme. Donc, si je veux travailler avec Decathlon, bah, je sais que Decathlon, ils sont sur la plateforme Affiliation et donc je m'inscris à leur programme. Donc, je demande l'autorisation à devenir affilié du programme. Donc, soit Decathlon reçoit ma notification, me dire tiens, Romain du blog Déco Fort Intérieur veut devenir affilié chez nous. Bah, nous, on vend des vélos, je vois pas trop pourquoi cet affilié voudrait promouvoir nos produits. Donc, on va refuser sa candidature. Par contre, La Redoute, qui est également sur cette plateforme, va dire bah, oui, moi, ça m'intéresse d'avoir un blogueur déco puisque j'ai des produits d'ameublement, de décoration. Donc là, ils vont me valider ma candidature. Une fois que ma candidature est validée, j'ai accès au générateur de liens affiliés. Donc, je vais sur le site, je prends le produit qui m'intéresse, je prends l'URL de ce produit, je le mets dans le générateur de liens affiliés. Il va changer légèrement l'URL en rajoutant un identifiant de tracking qui va être mon identifiant personnel. Et je vais prendre ce lien
et je vais le mettre dans mon contenu de mon article de blog. Donc, soit sur un bouton, soit sur une image, soit sur un texte qui va inviter l'internaute à venir cliquer sur ce lien. Et après, l'affiliation, parce que j'ai souvent cette question, on peut la faire sur plein de médias différents. On peut la faire sur un blog, au travers d'articles, on peut la faire sur une newsletter, on peut la faire sur YouTube, on peut la faire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu peux faire un Reels avec un lien et c'est un lien affilié où tu envoies vers un produit. Donc il y a plein de manières de diffuser tes liens affiliés et de générer des commissions affiliées. C'est intéressant parce que du coup, dès que tu mets en place le système, tu vois, pour faciliter le fait que les personnes, directement, tu poses ta candidature, les personnes viennent à toi, te disent oui, non, etc. Ça devient beaucoup plus simple. Est-ce que tu vois des barrières, tu as des barrières à l'entrée, peut-être en nombre de trafic, je sais pas, qu'est-ce qui aurait fait que La Redoute ou d'autres plateformes, tu vois, t'aurais dit non? Bien que tu mettes en avant, tu vois, des produits ou que tu fasses justement de la déco. Alors déjà, barrière à l'entrée par rapport à n'importe quel autre business model, il n'y a pas de coût important au démarrage. Parce que globalement, si demain tu veux lancer une marque de déco, tu vas devoir avoir un magasin ou avoir un site internet qui est hyper robuste en termes de e-commerce. Tu dois avoir des stocks, de la logistique, de l'envoi, etc. Donc ça demande des coûts qui sont très importants. Faire de l'affiliation, tu crées un média, tu crées une chaîne YouTube, tu crées tes réseaux sociaux, tu crées un blog, tu crées une newsletter et tu diffuses des liens sur la création de contenu que tu peux faire. La création de contenu aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, il n'y a plus vraiment de barrière à l'entrée, parce qu'avant, il fallait au moins avoir un rédacteur qui savait créer des contenus pour du blog. Moi, je cherchais des gens qui étaient qualifiés en SEO, pour de la newsletter, des gens qui sont bons en copywriting, etc. Aujourd'hui, si tu es bon en prompt engineering, tu peux arriver à le faire sans forcément avoir beaucoup de moyens. Donc la barrière à l'entrée, elle est très fine, elle est très poreuse. N'importe qui aujourd'hui peut lancer un business. Ce qui va faire la différence, c'est que c'est un business de longue haleine. C'est un marathon. On n'est pas sur un sprint. C'est-à-dire qu'il faut être persévérant parce que au début, ce business model, en fait, c'est deux courbes. Tu as la courbe du trafic et du chiffre d'affaires qui est au plus bas. Et tu as l'énergie que tu vas mettre dans ton business parce que tu dois créer beaucoup de contenu. Et en fait, ces deux courbes, elles vont, au fur et à mesure du temps, s'inverser. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mon business, il est relativement passif. J'y passe que peut-être 3-4 heures par semaine, grand maximum. Et encore, c'est parce que je lance des nouveaux chantiers. Et mes commissions, elles tournent en fait. Tu vois, j'ai remplacé mon salaire de cadre par ce business model-là. C'était la promesse que je m'étais faite. Je m'étais dit, le jour où ce business-là de blog me permet de remplacer mon salaire de cadre, je quitterai mon emploi parce qu'il sera temps pour moi de passer à l'étape d'après. Et en 2021, j'ai quitté mon entreprise et ça fait 2 ans maintenant que je suis à 100% sur l'entrepreneuriat. Et c'est un business model du coup qui me prend peu de temps et ce qui m'a permis justement de lancer un autre business qui est la formation de blogueurs qui veulent répliquer ce modèle-là. Mais aujourd'hui, les barrières, je dirais qu'il faut être persévérant parce que ça demande de beaucoup créer de contenu au démarrage. Il y a comme les phénomènes de fusée, tu sais, qui doit s'extraire de l'attraction terrestre, qui doit brûler beaucoup de kérosène en fait. Pour arriver à avoir le momentum, pour générer les premières commissions, il faut créer du contenu, le créer de manière le plus optimisée possible, de ne pas faire toutes les erreurs et toutes les approximations que moi j'ai pu faire. Mais tu vois, moi aujourd'hui, j'accompagne une cliente là depuis 1 an. Elle génère déjà 400 à 500 euros de chiffre d'affaires mensuel en affiliation uniquement. Et maintenant, elle négocie, comme les marques s'intéressent à elle, puisqu'ils voient que son site performe, ils s'intéressent à elle et elle négocie des articles sponsorisés avec les marques. Et là, elle double son chiffre d'affaires rien qu'avec les articles sponsorisés tous les mois. Donc aujourd'hui, elle est sur 1000 euros de chiffre d'affaires au bout d'1 an. Mais c'est sûr que les 6, 7, 8 premiers mois, elle générait 10, 20, 30, 100 euros maximum. Mais en fait, c'est un business qui est exponentiel. C'est-à-dire que là, elle a cranté 500 euros par mois. L'année prochaine, elle sera peut-être à 800 euros par mois. Puis après, à 1200 euros par mois. Et en fait, c'est un business qui va croître comme ça, tranquillement, mais de manière exponentielle au fil du temps. Et après, c'est l'effet boule de neige. C'est que comme tu crantes et que ton SEO progresse, les marques te repèrent, elles veulent travailler avec toi. Mais du coup, les conditions qui sont des conditions standards des plateformes d'affiliation, tu peux y déroger et avoir des conditions un peu plus sur mesure. Parce que tu deviens un top affilié, quelqu'un qui performe. Donc les marques, elles t'octroient des commissions qui sont plus importantes que les personnes qui s'inscrivent au tout début de leur aventure en affiliation. Parce que quand tu vas sur une plateforme d'affiliation, tu as le catalogue avec tous les programmes d'affiliation qui existent.
Donc, par exemple, Decathlon, le programme Decathlon, on va te dire, pour chaque vente que tu vas faire, tu vas toucher 8%. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu deviens un top affilié de Decathlon, bah, tu fais des partenariats sur mesure, donc tu fais des articles sponsors, tu peux être invité comme moi avec La Redoute à faire des tournages vidéo avec eux sur des opérations spéciales, mais du coup, le pourcentage qu'on te donne, il est bonifié. Tu peux avoir des conditions qui sortent des conditions standards qui sont proposées dans le catalogue de la plateforme. Donc ouais, effectivement, plus tu performes, plus déjà tu as cet effet cumulé, plus tu as des opportunités qui sont plus intéressantes sur la partie commission. Ouais, c'est super intéressant. Et ce que je trouve très vrai par rapport, tu vois, à ton travail de cadre que tu avais, qui était très corrélé avec ton temps. Là, tu as réussi à trouver le business qui décorrèle ton temps, qui fait que tu arrives à avoir des gros effets de levier. Alors que bah après, si tu te rémunères par rapport à ton temps, bah t'es plafonné, tu vois, avec l'effort que tu peux faire. Donc ça, c'est très intéressant. Tu as mis en place du coup les bonnes équipes et le bon système. Tu vois, tu parlais de process que tu as mis en place. Justement, comment s'est fait ce switch? Quels sont les process que tu as pu mettre en place pour faire que ça tourne? Parce qu'effectivement, il y a le côté, bah, ça génère du revenu, c'est bien. Comment après, bah, j'essaye de plus en plus de dégager du temps et faire en sorte de déléguer. C'est pas forcément facile de déléguer. Les entrepreneurs ont de temps en temps du mal parce qu'on est très dans l'opérationnel et puis on aime ça. Comment t'as fait toi? Très bonne question. En fait, ce qui se passait, c'est que je faisais beaucoup de choses de manière récurrente dans mon business. Donc, à un moment donné, quand tu prends du coaching, la première chose qu'on dit, c'est mesure déjà ce que tu fais au quotidien. Donc, tu peux prendre un outil comme Toggle tu vas déclencher un chronomètre dès que tu vas faire une tâche. Et dès que la tâche est finie, tu arrêtes le chronomètre et tu vas noter chaque semaine, c'est quoi une semaine type? Sur quel type d'action tu passes le plus clair de ton temps? Et moi, concrètement, je passais du temps sur choisir les mots-clés pour les prochains articles, négocier les partenariats avec les marques, briefer mon équipe de rédaction, vérifier la production de contenu avant la publication, publier, chaque jour mettre en ligne un nouvel article sur la page d'accueil, gérer le Pinterest, gérer la newsletter, gérer les réseaux sociaux, etc., etc. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, bah là, je vais faire la tâche de vérification d'un article. Bon, bah en fait, je vais documenter comment je le fais. Donc je vais prendre un Notion. Voilà, j'avais déjà le process sur un Google Drive, mais c'est pas du tout bien organisé. Mais quand Notion est arrivé, je me suis dit, bah, on va en profiter, on va mettre tous les process sur Notion. Donc j'en ai profité pour refaire une passe sur tous mes process. Je me suis dit, ok, comment je fais une vérification d'article? Bon, bah, je vais dans le back-office de WordPress, je vérifie le H1, le H2, le H3. Ensuite, je regarde si sur les balises images, on a bien tout renseigné. Ensuite, on va regarder si les images elles sont optimisées. Ensuite, est-ce que le métatitre il est conforme à ce qu'on a mis comme template? Est-ce que la métadesk elle est conforme, etc., etc. Donc plein de points de process comme ça. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que bah, j'allais prendre quelqu'un, donc responsable éditorial. Donc j'avais mon équipe de freelance qui était dans la rédaction web, et j'avais mon responsable éditorial à qui j'ai délégué la vérification des contenus. Donc en fait, il prenait le process et il regardait. Et moi, après, je refaisais une deuxième passe pour me dire, est-ce que le process, il couvre 100% des cas de figure? Parce que des fois, bah, tu as le cas passant, mais tu as des articles qui sortent un peu du lot, et du coup, il y a des choses qui ne sont pas couvertes par le process. Donc en fait, l'idée, c'était d'améliorer constamment le process pour couvrir un maximum de cas. Et une fois que tu en arrives à avoir cette maturité-là, bah en fait, ça tourne sans toi, hein, parce que ton équipe, elle respecte ton process. Là où c'est difficile, c'est de se dire qu'au démarrage, tu peux le faire plus vite que si tu dois le documenter. Et il y a beaucoup de gens qui se font piéger là-dessus, c'est que ils te disent ouais, mais c'est chronophage d'expliquer à quelqu'un, j'aurais plus vite fait de le faire tout seul. Oui, c'est sûr, c'est un investissement en temps. Mais regarde sur le long terme ce que ça va procurer comme effet. C'est-à-dire que moi, je passais un temps fou à valider tous mes articles parce que je voulais que chaque article qui soit produit soit hyper qualitatif. C'est un peu ce qui nous démarquait de nos concurrents, c'est que les annonceurs nous disaient ah bah votre site for intérieur il est hyper quali, on dirait un magazine en ligne. Et ça a toujours été l'objectif d'avoir une très bonne qualité de production de contenu. Et ça nécessitait des process qui soient hyper carrés. Donc moi, dans mes recrutements, je vérifiais toujours que les freelances que je cherchais, ils étaient ultra carrés dans la manière tu vois, de suivre un process, de le respecter à la lettre. Je voulais pas des gens qui partent un peu à tous azimuts, etc. Je veux quelqu'un qui respecte le process. Et donc là aussi, bah, il y a eu des recrutements qui ne sont pas bien passés parce que j'étais pas bon dans mon recrutement, j'étais pas assez formel, j'avais pas assez formalisé ma fiche de poste. Mais ouais, globalement, c'est ça. C'est te dire, qu'est-ce que je fais au quotidien dans mon business? Qu'est-ce qui peut être délégué? Qu'est-ce que j'aime pas faire? Et d'aller recruter les bonnes personnes
avec les bons process et d'améliorer de manière constante le process pour qu'il soit le plus optimal possible. Super clair. C'est génial, on a fait le tour de toute l'aventure. Tu nous as plongé dedans, donc c'était super. Est-ce que tu as des derniers conseils d'amis pour ceux qui nous écoutent? Ça peut être, tu as des conseils sur le SEO, sur ce que tu as mis en place, ça peut être des conseils entrepreneuriat, ça peut être aussi personnel. Tu vois, tu as vécu des switches de vie qui sont quand même assez forts. Quels seraient les derniers messages que tu as envie de faire passer? Moi, je me dirais que, comme je te le disais, de 2012 à 2015-2016, je me forme pas. J'y vais vraiment au doigt mouillé. Et en fait, tout ce que j'ai fait, j'ai dû le déconstruire après, parce que j'avais fait vraiment n'importe quoi. Tu vois, passer de 500 articles à 150, ça a été la mort dans l'âme, de se dire que je vais dézinguer des centaines et des centaines de contenus. Donc je pense que ma trajectoire a été vraiment différente si je m'étais formé beaucoup plus tôt, de ne pas hésiter à se former, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des pépites de formation en ligne. Moi, j'investis chaque année dans des masterminds, je m'entoure, je développe mon réseau. Quand j'étais salarié, j'avais très peu de temps, donc j'avais un peu des œillères et j'étais vraiment focus sur la création de contenu pour mon blog. Et il n'y avait que ça qui m'importait, c'est créer des contenus, parce que je savais que c'était un peu ma porte de sortie pour le salariat. Mais depuis que je suis devenu entrepreneur à 100%, j'ai plus développé mon réseau les 2 dernières années que les 10 dernières années, si tu veux. Aller dans des masterminds, rencontrer des entrepreneurs avancés. Et le fait de baigner dans un environnement, c'est ce que tu disais, je me suis créé l'environnement qui était propice à l'éclosion de ce business-là. Et je pense qu'il n'y a pas mieux. Parce que au démarrage de la vie entrepreneuriale, il y a 80% de pratiques, d'outils, et il y a 20% de mindset. Une fois que tu as commencé à avoir un business, que tu connais ce qui fonctionne et tu arrives à générer de l'argent en ligne, finalement, après, ça s'inverse. C'est à 20% de connaissances et tu as 80% de mindset. Et c'est là où c'est ultra important de baigner dans des écosystèmes qui vont te tirer vers le haut. Trop bien. Génial. Merci à toi, Romain, pour cet épisode. C'était trop cool. Pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je te dis à très vite et prends soin de toi surtout. Toi aussi. Salut Alexis. Salut. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.